Bonjour et bienvenue dans Retour vers le bureau, le podcast du comptoir Malakoff Humanis de la nouvelle entreprise qui explore cette reprise du travail dans des conditions nouvelles, dans ce que certains appellent le monde d'après. Comment se passe le retour au bureau des salariés? Quels problèmes pose-t-il? Quelles sont les aspirations de ces salariés qui reviennent travailler? Dans quel état d'esprit? Question que je pose à mon invité. Bonjour Erwan Le Tallec. Bonjour. Merci de participer à ce podcast Retour vers le bureau. Vous êtes le directeur des ressources humaines en France de Johnson & Johnson, un des leaders mondiaux dans le secteur pharmaceutique et cosmétique. Ma première question, elle est toute simple. Quelle est l'ambiance? Comment se passe ce retour au travail chez Johnson & Johnson, en tout cas en France? Alors, le retour au travail se passe de façon progressive. C'est-à-dire qu'on a décidé de séquencer en fait progressivement le retour des collaborateurs par étapes. L'étape ultime étant l'étape 4, c'est-à-dire un retour à 100% de notre capacité d'accueil. Nous sommes en étape 3, c'est-à-dire qu'on gère le retour de 65% de nos collaborateurs sur site. Et en fait, on découvre deux situations différentes. Une première situation où on a un énorme appétit de revenir sur site, parce que les 15 derniers mois ont été contraints et forcés, et le manque de liens et de relations humaines se fait sentir, donc un vrai appétit de revenir. Et en même temps, tout prouve que l'organisation à distance fonctionne correctement et fonctionne plutôt bien. Ça veut dire qu'en fait, vous avez des gens qui à la fois ont envie de collectif, ont envie de retrouver leurs collègues, leurs murs, une partie de leurs habitudes, mais qui en même temps ont tiré le meilleur parti du travail à distance. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on est dans une ambivalence. C'est-à-dire je veux revoir mes collègues, mais j'aime bien travailler de chez moi. Et donc tout l'enjeu, c'est de conserver un équilibre hybride. On parle beaucoup de mode hybride en ce moment, ce qui est le cas. Et nous, c'est ce qu'on va mettre en place. En fait, on a profité de l'année dernière pour négocier des accords de télétravail qui n'existaient pas dans notre organisation. Donc, on a des accords qui sont maintenant disponibles, signés par nos partenaires sociaux, et on va proposer ce mode hybride en fonction des organisations. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais on aura 50% ou 60-40 de travail à la maison et de travail sur site pour conserver deux choses essentielles. Un, les aspirations de nos collaborateurs et les demandes de conciliation vie privée, vie professionnelle qui prennent, je dirais, une importance clé en région parisienne, étant donné le temps de transport que nos collaborateurs ont. Et en même temps, la conviction profonde qu'on ne peut pas fonctionner, en tout cas aujourd'hui chez nous, complètement à distance et qu'on a besoin de retrouver du collectif. Donc c'est ce modèle hybride qu'on est en train de mettre en place, et c'est pas simplement un sujet d'équilibre et de nombre de jours par semaine. C'est un sujet d'espace de travail, c'est un sujet d'équipement à domicile, c'est un sujet d'évolution de la relation managériale, et c'est tous ces sujets-là finalement qu'on a commencé à travailler pendant la crise et qu'on est en train de continuer à travailler pour faire en sorte que notre nouveau mode d'organisation fonctionne, à la fois répondant aux besoins des organisations et en même temps nous permettant de retenir nos collaborateurs qui ont aujourd'hui des aspirations complètement différentes par rapport à la relation qu'ils avaient à l'entreprise et aux attentes qu'ils ont vis-à-vis de leur mode de fonctionnement. Est-ce que vous avez eu des surprises ou des demandes surprenantes ou tout simplement des collaborateurs qui ont dit « moi je reviens pas » ? On a des collaborateurs qui nous ont dit pendant la période qu'on vient de vivre, est-ce que vous acceptez que j'aille m'installer à l'étranger ? Ou est-ce que vous acceptez que j'aille m'installer en province pour des fonctions qui étaient rattachées au siège? La position qu'on a prise, elle est tout à fait claire. On a deux principes clés. Le premier, c'est que la demande de télétravail ou de travail à distance doit émaner du collaborateur. Nous n'imposons pas, nous, organisations, ce choix de travail. Donc, c'est une demande du collaborateur. Et le deuxième principe qu'on a aujourd'hui, c'est que toutes les personnes qui sont attachées au siège qui est à Issy-les-Moulineaux doivent pouvoir se rendre à n'importe quel moment sur site pour une réunion, ou en tout cas dans le cadre des 2 jours ou 3 jours où on demande aux collaborateurs d'être sur site. Donc s'il y a un choix personnel de s'éloigner de la capitale ou d'aller à l'étranger, c'est le collaborateur qui va en fait emporter la responsabilité dans son organisation professionnelle et personnelle. Mais ça veut dire que justement, quelqu'un qui déménagerait en province ou qui irait à l'étranger, il doit pouvoir, si son manager lui demande, venir 2 jours par semaine au bureau. Tout à fait.
Qu'est-ce que ça a changé? Vous parliez d'organisation spatiale de votre siège à Issy-les-Moulineaux. Il est clair qu'avec 30 à 40% de télétravail choisi et non subi par les collaborateurs, ça change la gueule de l'open space, si j'ose dire. En fait, moi, ce que je pense fondamentalement, c'est qu'on a une grande tendance à l'ouverture des bureaux et je pense qu'on va revenir un petit peu en arrière. Enfin, en tout cas, c'est ce que nous, on va faire. C'est-à-dire que on considère que les collaborateurs vont venir au bureau que s'ils en ont un intérêt. Et donc, il y a un intérêt social, de communauté, d'appartenance, d'équipe, mais il y a aussi un intérêt de travail collaboratif. Donc, l'objectif, c'est qu'on va transformer des espaces en salles de réunion qui vont être de plus en plus digitales, c'est-à-dire ce qu'on appelle toutes les connexions, des Global Connect avec des écrans, des caméras, des choses, voilà, qui vont permettre. L'enjeu de demain, c'est de faire des réunions en présentiel et en distanciel en même temps. Ce qui est extrêmement compliqué. Quand tout le monde est en distanciel, ça fonctionne. Quand tout le monde est en présentiel, ça fonctionne. Mais le mode présentiel et distanciel est extrêmement compliqué. Et pour le faire correctement, il faut des équipements high-tech, audio, vidéo, qui fonctionnent, qui sont extrêmement, faciles d'utilisation. Et c'est ce qu'on est en train de transformer. On est en train de transformer nos salles de réunion du rez-de-chaussée. Et on va améliorer nos espaces collaboratifs pour faire en sorte que ce bâtiment, ce siège, soit un lieu de travail ensemble. Donc, bureau fermé individuel, ça ne sert à rien. Bureau complètement ouvert, ça ne sert à rien. C'est un entre-deux qu'il faut qu'on trouve. Vous avez aussi parlé du management. Évidemment, les managers ont découvert le management à distance pendant cette année et demie de confinement alterné avec une levée relative des restrictions. Mais les gens ont découvert l'autonomie, ils ont découvert qu'ils pouvaient travailler loin du manager, mais pas loin des yeux, mais pas nécessairement loin du cœur. Comment vous accompagnez la transition managériale qu'impose cette mutation? Parce que vous devez être saisi, vous, des RH, de demandes de managers qui vous disent « Écoute, le management à distance, je l'ai découvert pendant cette année et demie. » Alors, c'est une question qui est extrêmement intéressante. En fait, et là, vous avez raison, c'est que de mon point de vue, et c'est ce que je dis toujours à mes équipes de direction, c'est que le travail à distance a inversé la relation managériale. C'est-à-dire que quand on était en présentiel, l'autorité même du manager se faisait par sa présence. Là, quand on est en distanciel, en fait, c'est les collaborateurs qui ont davantage d'emprise sur leur manager, puisqu'il y a une relation de confiance qui doit s'instaurer. Et donc, le plus important dans cette histoire, c'est comment le manager continue à créer de la relation humaine, de la relation émotionnelle, de l'empathie, de la communication, de comment il va créer du lien avec son équipe en distanciel. Ce qui est intéressant, moi j'entends souvent que finalement le distanciel détruit la relation humaine, mais pas du tout. En fait, le distanciel, il peut multiplier les points de contact de façon extrêmement importante. On est capable de faire des réunions à 40 ou 50 en distanciel, mais c'est pas l'alpha et l'oméga. Ce qui est important, c'est de prendre en considération que le management des émotions dans la relation managériale devient clé. Et qu'on a des managers qui sont plus ou moins outillés pour ça. Donc nous, on travaille là-dessus. On travaille sur la gestion des émotions, le décodage des émotions, comment créer une relation émotionnelle avec son équipe. Et il y a des outils très simples. On travaille avec une start-up qui s'appelle la Coco Worker, qui est très à la pointe de ça et qui nous permet en fait d'outiller conceptuellement, intellectuellement nos managers et aussi en outils. C'est-à-dire que la routine managériale avec une équipe, quand elle est à moitié à distance, à moitié en présentiel, n'est pas la même. Donc il faut créer une gouvernance individuelle et d'équipe qui compense les moments informels de prise de café ou de déjeuner ensemble pour créer des moments effectivement de points de contact et puis être capable et outiller nos managers à détecter les signaux faibles et surtout à les équiper à exprimer eux-mêmes leurs émotions. Le manager aujourd'hui, c'est pas un robot. Et s'il exprime ses émotions, son état d'esprit, il ouvre la parole à son équipe pour le faire et leur donne un espace pour le faire puisque lui-même le fait. Et c'est ça qui est important parce qu'on peut pas le décoder, on peut moins le décoder à distance. Donc si on le verbalise pas, on a un problème. Voilà tout ce qu'on essaie de faire. Un autre aspect qui concerne particulièrement, je vais vous taquiner un peu, mais le secteur pharmaceutique, parachimique et éventuellement cosmétique, c'est que c'est des entreprises qui ont une culture réglementaire très forte, une culture juridique très forte, avec plein de process. Comment vous conciliez cette culture
et le besoin d'autonomie, d'émancipation. Comment vous gérez aussi l'aspect hygiéniste? C'était déjà très fort chez vous. Comment vous faites pour que ce soit pas un boulet encore plus lourd après cette période de pandémie, sachant que la pente naturelle du secteur pharmaceutique, c'est quand même d'être ultra précautionneux? Alors, c'est vrai, et pour autant, on a une culture, en tout cas chez J&J, qui est assez complémentaire. C'est-à-dire qu'à la fois, on a des process, et on est extrêmement exigeant sur les conditions de retour au travail. On est très précautionneux et on préfère être moins disant que certains d'autres entreprises. En revanche, ce qui contrebalance ça, c'est qu'on a un mode de travail extrêmement participatif. Voilà. Les prises de décision, la façon dont on implique les collaborateurs dans tous les niveaux de l'organisation, les forums d'alignement, la façon dont on fait ce qu'on appelle les town halls, c'est-à-dire des sessions de questions-réponses où on invite les collaborateurs à s'exprimer, et puis la façon dont on dirige aujourd'hui responsabilise énormément les experts dans l'organisation. L'équipe de direction n'est pas celle qui décide, elle fait confiance aux équipes qui ont la connaissance, elle est plutôt là pour donner le sens, la direction, la stratégie, la tactique à plus ou moins long terme. Mais donc on essaye de remettre finalement de l'humain dans des process qui peuvent être parfois un peu techniques, technocratiques et administratifs. Voilà comment on essaie de balancer tout ça. Vous êtes le DRH d'un ensemble qui emploie 3000 personnes en France et bien plus dans le monde. Comment va évoluer votre métier? Alors, c'est une question qui nous taraude depuis 15 mois. Alors, il y a des choses qui ne changeront pas. On va commencer par ça parce que c'est les plus simples. C'est-à-dire qu'on a dans nos activités des activités qui finalement ne vont pas avoir un mode d'organisation qui va changer. Ce sont des activités de recherche, nos activités de production. Ces activités-là vont assez peu évoluer parce qu'on a besoin d'avoir des gens qui soient sur site. En revanche, toutes les fonctions tertiaires, elles, vont plus ou moins évoluer. Et c'est vrai que dans la relation qu'on a, nous, aujourd'hui, avec nos professionnels de santé, des hôpitaux, des chirurgiens, nos pharmaciens, en fait, ce qu'on avait jusqu'à la période du Covid compris, c'est que finalement, les points de contact en face-to-face avec ces professionnels de santé étaient de plus en plus difficiles, parce que de moins en moins de temps. Et en fait, ce qui s'est passé pendant toute cette période de Covid, c'est que ces points de contact ne se sont plus faits en présentiel, mais se sont faits aussi en distanciel. En fait, c'est pas une révolution technique qu'on vit, c'est une révolution culturelle. Les outils, Zoom, Teams, ils existaient. La seule chose qui a changé, c'est l'appropriation, jusqu'à l'éducation nationale d'ailleurs, de ces outils. Aujourd'hui, tout le monde est à l'aise avec ces outils, et donc on va avoir des métiers qui vont, certes, vont continuer à se faire en présentiel, mais que pour des raisons extrêmement précises et techniques d'accompagnement, par exemple d'opérations en bloc. Pour le reste, on va pouvoir piloter ça à distance, et ça change. Un élément de contrainte de ces forces de vente, c'est le temps de transport. Nos forces itinérantes avaient beaucoup de temps de transport, elles en auront moins, donc elles vont pouvoir faire des choses à distance sans avoir cette contrainte. Par exemple, toute la formation de nos chirurgiens, énormément d'e-learning qu'on est en train de créer, va elle aussi se faire à distance. Et on ne viendra les accompagner au bloc que sur des actes très précis. Ça veut dire que vous allez devenir un DRH online, un DRH en réseau, parce que la fonction ressources humaines est aussi une fonction de relations humaines. Vous aussi, vous allez hybrider votre fonction. C'est un point de vigilance. C'est-à-dire que, encore une fois, et c'est une question de bon sens, le bon sens, c'est quoi? C'est utiliser ces outils, mais ne pas en faire les seuls outils qui soient à notre disposition. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on a créé une communauté de managers. Avec tous ces outils, on est capable de faire des conférences et des webinars de notre politique HR aux 450 managers en un clic. En revanche, ça n'enlève en rien la connexion humaine et la connaissance humaine qui est fondamentale dans notre métier. Et au-delà de notre métier, la relation managériale, elle continuera à se faire par connexion individuelle. Et c'est donc un équilibre qu'il faut trouver entre ce que nous permettent ces outils et ce que doit rester notre fonction. Quand on parle de ressources humaines, il faut connaître les gens, les voir, discuter, écouter, et ça ne peut pas se faire qu'à distance. Alors justement, j'y pensais, je pensais à des vieilles expressions au bureau, mais radio moquette, le rendez-vous à la cafétéria, le vieux plateau repas ringard, ou même ces cafétérias New Age qui ont été créées par les boîtes et qui ressemblent à des Starbucks café, vraiment elles font envie.
Qu'est-ce que ça devient tout ça? Que devient Radio Moquette? Que devient la cafette? Que devient le self? C'était des lieux de convivialité. Est-ce qu'ils sont menacés? Ils sont pas menacés et je pense qu'au contraire, ils vont devenir encore plus importants. Parce que si vous prenez une semaine de 5 jours et que sur les 5 jours, finalement, vos collaborateurs sont présents sur site 3 jours, finalement, pendant cette période de 3 jours, ils vont vouloir, j'imagine, en profiter au maximum. Donc ces lieux vont devenir des lieux encore plus importants qu'avant parce que finalement, leur période d'utilisation va être peut-être plus courte. Après, il va falloir qu'on réfléchisse à comment, finalement, on va améliorer ces endroits de convivialité. Voilà. Et qu'est-ce que finalement, et ça, je pense qu'il faut un petit peu de temps pour comprendre ça, quelles habitudes ou quels modes de consommation différents vont avoir nos collaborateurs. Je pense aussi aux services. On a tous des conciergeries dans nos entreprises qui proposent différents modes de services, des activités sportives, enfin bref, il y a plein de choses. Finalement, l'apparition d'un mode d'organisation structurel avec du télétravail va peut-être faire évoluer les modes de consommation. Et c'est ça qu'il faut qu'on regarde avec la reprise progressive sur site. Ma dernière question, elle est délicate, surtout parce qu'elle est politique. Quel regard vous portez sur la manière dont les organisations syndicales vivent cette transition? Est-ce qu'elles vont y trouver leur compte? Est-ce qu'elles y sont à l'aise? Ou est-ce qu'il faut qu'elles se réinventent, elles aussi? Moi, ce que j'observe, en tout cas chez Johnson & Johnson, je peux pas vraiment parler des autres organisations syndicales. Ce que je constate, c'est qu'il y a eu une réelle volonté de travailler sur cette négociation d'accords collectifs. Parce que je pense que leur base et leurs électeurs leur demandaient, donc il y a eu un réel intérêt. Il y a eu un réel intérêt aussi de préserver, parce qu'elles y sont sensibles, un équilibre dans ce mode d'organisation présence et distance. Et je pense qu'elles sont extrêmement attentives au fait que le travail chez soi crée d'autres enjeux. Des enjeux d'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, des enjeux de qualité de vie au travail, c'est-à-dire que quand vous venez sur site, les collaborateurs, ils ont un égal accès au bâtiment. Je veux dire, on est à peu près tous logés à la même enseigne. Quand vous êtes chez vous, le fait d'avoir des enfants en bas âge, le fait d'être en appartement en plein centre de Paris ou d'être en maison avec des adolescents, c'est pas du tout la même chose. Et donc, je pense que elles vont nous aider à suivre ça, c'est-à-dire à voir un petit peu les écueils qu'on commence déjà à voir et sur lesquels, nous, entreprises, il va falloir qu'on travaille. Donc, moi, j'y vois un intérêt. Je pense que elles, et je parle en leur nom, ça remet aussi en cause la façon dont elles travaillent. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, l'essentiel du travail syndical se faisait en présentiel aussi. Maintenant, comment ils vont travailler avec les équipes dont ils sont les élus quand ils vont moins les voir, ça c'est une question à leur poser. Mais en tout cas, je pense que ça change aussi la façon dont ils vont proposer, monter des revendications, parce que la connexion sera peut-être plus difficile. Erwan Le Tallec, directeur des ressources humaines de Johnson & Johnson France. Merci d'avoir été l'invité de ce podcast. Merci beaucoup David, bonne journée. Retour vers le bureau, un nouveau podcast à venir. Merci d'avoir été avec nous. Retour vers le bureau avec le comptoir Malakoff Humanis de la nouvelle entreprise.